Bienvenue dans l'Ermite et le Gland, le podcast sans boussole mais jamais sans réflexion. On est Laura et Simon et ici on parle de tout, selon nos envies du moment. Un sujet qui nous intrigue, une idée qui nous titille, un invité inspirant, on explore, on débat et on se marre. Et pour ce 4e épisode, on accueille Manu de Terra Herba pour parler d'après le cancer. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire un petit disclaimer. Le sujet que l'on s'apprête à traiter est touchy et donc évidemment, nous ne sommes pas médecins ni professionnels de la santé et si nous avons des connaissances sur le sujet, il ne faut tout de même pas les prendre pour argent comptant. On vous partage nos expériences, pour Manu son témoignage et aussi nos croyances. Il n'est pas question ici de vous proposer de solutions ou de traitements. Ça, c'est bien évidemment votre médecin qui le fait. Hello. Les stars de ciné, les trois merveilles. Mais oui, parce que je faisais le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Hello à tous les deux. Bon, alors aujourd'hui, c'est notre premier épisode en trio. Hein, on avait dit qu'on aurait des invités dans cette émission. Et aujourd'hui, on accueille Emmanuel Guiboldo. Oui, c'est comme ça que ça se dit. Non, mais je sais sais, ouais, mais c'est purée. C'est peut-être bizarre, que je couperai ça. Non, mais c'est pour ça, en fait, j'ai tellement l'habitude de toujours t'appeler Manu. Ouais. Et Manu, c'est une grande amie à nous qui est aussi praticienne en herboristerie. Parce qu'on va parler de plantes, mais pas que. Et surtout, on va parler aujourd'hui, on va parler de cancer, d'oncologie intégrative, mais surtout, on va parler de l'après-cancer et de comment on se reconstruit après avoir traversé une épreuve comme celle-ci. Et donc, toi, Manu, ces derniers mois, tu as traversé cette épreuve. On a été avec toi, à distance, voilà, et on a essayé d'être un soutien, avec notre gland et avec plein d'amis praticiens en herboristerie. On avait un petit groupe sur WhatsApp. Pas vrai, Simon? Et voilà, donc l'idée c'était de savoir comment on arrive à se reconstruire après avoir traversé l'épreuve de la maladie. Parce que voilà, on entend souvent parler de cancer, de traitement, de choses très difficiles, mais il y a l'après. Et qu'est-ce qu'on met en place derrière pour arriver à continuer à vivre, mine de rien. Ouais, parce que du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on est après. Ouais, on est alors on est dans la phase dite rémission. Alors c'est après les traitements et c'est avant une éventuelle récidive ou pas. Ouais. Donc moi je suis plutôt dans dire oui, on va pas aller vers la récidive, mais n'empêche qu'il y a quand même cette petite épée de Damoclès. Ouais, mais le mot rémission a été posé. C'est quoi. Ça, tout à fait. Ok. Au fond, c'est un peu important aussi de préparer dans ce but-là, dans l'idée de rémission, de préparer aussi on va enfin pouvoir s'en sortir, quoi. Complètement. Et puis, réellement, on n'est plus dans les mêmes obligations, on n'est plus dans les protocoles médicamenteux. Enfin voilà, il y a cette légèreté qui revient. Ouais, chouette. Donc Manu, est-ce que tu veux nous présenter un petit peu ton parcours, sans s'attarder dessus quand même, mais pour qu'on ait un petit peu ce vécu, du diagnostic, des traitements, et puis de comment tu as traversé en fait cette épreuve. Et peut-être juste avant ça, si tu veux bien te présenter ce que tu fais Oui, aussi, parce que j'ai même pas été capable de dire ton nom de famille correctement. Il n'y a pas de souci. En fait, t'étais pas loin, moi c'est Emmanuel Guiboldo. Voilà, mais je sais jamais où mettre le I. C'est juste que t'as mis le L là où il fallait pas, il n'y a pas de problème. C'est joli aussi, Guiboldo. C'est pas mal aussi. Guiboldo. Simon. Mais c'est parce que j'ai voulu mettre une plante, j'ai mis le boldo à l'intérieur. C'est pour Et ça. le Guy. Qui est très, très indiqué. Très indiqué, encore c'est où le Guy? C'est comme album quand même. Alors bon, après on va pas en faire de la pub parce que non, il est très aussi controversé. Mais complètement. Non, on ne travaille pas avec le Guy. Non. Donc oui, moi je suis sur Nantes en fait, Saint-Herblain.
Et donc, je suis thérapeute, herboriste, et je dis holistique aujourd'hui. Vous vous rendez compte, j'ose dire des mots. Tu oses, ouais. Du coup, j'ai appris, alors je vais avoir 54 ans. Ouais, c'est ça, cette année 50. Ouais, c'est ça, cette année 54. Et en mai 2024, j'ai fait une mammographie, mais la première mammographie que je faisais, il était temps. J'avais sous mes doigts une perception de petits kystes, mais j'étais suivie par un médecin qui me disait « Oh, c'est bien arrondi, ça ressemble à des kystes. Mais bon, par précaution, on va les vérifier. » Moi, j'ai complètement oublié cette donne, en fait, du cancer, hein, quand j'ai été faire ma mammo. Et en fait, le radiothérapeute m'a dit « Bon, on va quand même vérifier avec une petite écho. » Et en faisant l'échographie en plus, ils ont observé en fait comme des lichens tout autour des deux boules qui étaient qui étaient bien circonscrites. Et là, il m'a dit « J'ai des doutes. » Donc, on retourne voir le médecin. J'ai dit « Non, vous m'envoyez directement au centre de cancérologie en fait, de l'Ouest, la Lycéo. » Et donc, j'ai tout de suite été prise en charge avec une biopsie pour démarrer. Et puis la vie médicale qui m'a tout de suite dit cancer, hormonodépendant, HER2+. Donc, cancer du sein, il y a plusieurs types de cancers. Hein. Tu décris bien ça, Laura, dans ta formation. Et en fait, ce cancer hormonodépendant, tout de suite, ça a été pris en charge avec des protocoles qui se sont mis en place, dont les chimios. Donc évidemment, quand on est herboriste, entendre qu'il va falloir passer par la chimie absolue, c'est assez violent. Donc déjà, cancer, pour moi, c'était la sidération. Parce que j'ai aussi une maman qui est décédée en 2016 d'une tumeur au cerveau qu'on a accompagnée et je me suis retrouvée dans l'hôpital où je l'accompagnais. Et puis j'ai aussi accompagné en tant que thérapeute des personnes qui avaient des cancers du sein. Donc il y a un truc qui s'emballe à l'intérieur de soi. Et puis ce que je disais à Simon tout à l'heure, c'est que y a quelque chose où on a l'impression que la vie s'arrête. Et puis que tout est remis en question en fait, tout est remis à plat et demain tu peux partir. Donc c'est un rappel d'une urgence à vivre, ici et maintenant. Donc ça a été quelque chose. Et donc juste pour les protocoles qui se sont mis en place, puis après je pourrais vous raconter tout ce qui peut aider à côté, mais je pense que pour beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de cancers de la prostate, c'est aussi violent pour les uns que pour les autres. L'oncologue, il n'a pas beaucoup de temps, c'est un technicien, et il n'est pas très à l'écoute quand même, ou très peu, il vous explique réellement ce qui va se passer. On voit qu'il est habitué, et donc il faut décider. Donc moi j'ai été voir un psychologue à ce moment-là pour dire, est-ce que je décide d'aller vers la chimiothérapie ou est-ce que je vais vers des thérapies alternatives uniquement? Et les thérapies alternatives, je les ai regardées et c'était coûteux, c'était pas à côté de chez moi, c'était pas pris en charge, je pouvais absolument pas me permettre et financièrement et aussi intellectuellement d'aller vers ces thérapies alternatives, j'étais pas sûre de moi. Pourtant, c'est toujours on dit les cordonniers les plus mal chaussés. Donc, du coup, j'ai fait le choix de la chimiothérapie, mais j'ai fait le choix de l'acceptation. En allant travailler avec un psychologue sur cette question-là, parce que si j'allais vers les chimios sans les accepter, je me mettais dans une situation de dissonance, en fait. Et donc, j'ai travaillé sur... quand je suis en chimiothérapie, je sais que c'est une arme de destruction massive. C'est un peu... Tchernobyl que je mets dans mon corps, mais en même temps je sais que ça va aller cibler des cellules qui sont en train de proliférer, qui sont pas saines. Par contre, ce que je peux faire moi, là où je vais être actrice, c'est que je vais protéger mes cellules saines.
Et comment je vais faire? Je vais être dans la visualisation, les ondes alpha, toute la lumière, toutes mes prières. Enfin bon, chacun a sa méthode pour pouvoir arriver à ça. Et ces cellules saines, en fait, je vais les envelopper d'amour, de lumière, je vais visualiser, je vais les protéger, je vais les chérir. Et donc du coup, je me chéris en même temps. Et donc je remets de la vie. Donc ça a été les chimios. Ouais. Et du coup, Manu, je rebondis aussi là-dessus, c'est qu'il y a pas mal de protocoles issus aussi de la sophrologie. Hein, donc du coup, là, toi, tu as fait ça avec un psychologue. Mais alors, il y a des oncologues américains qui s'appellent les Simontons, qui ont écrit un livre. C'est tout. Il y a une quinzaine d'années, c'est Guérir envers et contre tout. Où il parle justement de ce travail de visualisation et où il donne par exemple des exemples très différents, mais imaginez que ces cellules cancéreuses sont par exemple des morceaux de steak haché. C'est vraiment eux qui disent ça. Et que le produit qu'on nous injecte, qui en fait va nous soigner et être très positif, arrive comme une meute de loups blancs qui viennent manger en fait ces petits bouts de viande. Après, moi, j'aime bien... Alors, ça, je trouve l'image un peu hard quand même, et c'est vrai que les personnes que j'accompagne, j'aime bien leur dire... De toute façon, il faut visualiser les cellules cancéreuses et les cellules malignes comme des choses qui ne sont pas très solides, en fait, assez vaporeuses, pour qu'elles aient ce pouvoir de s'effacer, donc comme si c'était des nuages, et que le produit, en fait, qui arrive, c'est comme un grand vent qui vient et qui enlève tous ces nuages. Mais c'est vrai qu'il faut avoir... Il faut se construire son propre protocole, on va dire, et avoir cette mentalisation et cette visualisation pour s'aider au quotidien, quoi. Complètement. Et puis, c'est changer de paradigme. T'allais dire, Simon? J'aime beaucoup l'idée, justement, de se raconter, en fait, différemment, comment vivre ça, quoi. On parle beaucoup là depuis tout à l'heure des approches alternatives et puis des approches aussi de visualisation qui peuvent paraître pour certains complètement, on va le dire, perchées, quoi. Mais en fait, en ce moment, je suis en train de me former à la thérapie narrative et en fait, c'est juste ça. C'est comment on se raconte les choses, comment on s'approprie l'histoire qu'on est en train de traverser. Et mine de rien, ça nous aide aussi beaucoup à mieux vivre l'épreuve et donc forcément à nous donner plus de chances de la traverser, quoi. Ça me parle bien, ça, justement, ouais. Et puis on met notre système nerveux aussi dans une autre atmosphère en fait. On n'est plus dans le sympathique qui craint que la meute de loups arrive justement. Pourtant la meute de loups est là. Mais du coup on fait oh là, les loups là, c'est bien gentil. Vous êtes à la porte. Mais là, je vais vous reconduire à la sortie, je vais vous montrer où c'est, puis vous n'avez pas besoin, en fait, vous êtes déjà nourris, donc il n'y a pas de problème. Et c'est le système nerveux, il a vraiment besoin de se remettre en fait dans la vie, parce qu'autrement il est dans la survie, il est dans la peur, il est dans la colère, il y a de la colère, hein. Pourquoi moi? Pourquoi je traverse ça? Ça c'est des choses que tu as pu explorer avec du coup ton psychologue aussi? Ouais, parce qu'on se dit, je suis thérapeute, ça fait 10 ans que je change les choses, que je modifie mon alimentation, que je bouffe des plantes, je mange des plantes, que je dors tôt le soir parce que ça me fait du bien, je récupère, enfin voilà. Allez, maintenant c'est fini, je vais me coucher à 3h du matin. Allez hop. Donc oui, il y a un sentiment d'injustice criant en fait dans la maladie quand ça nous tombe dessus. C'est pas possible. Et puis, assez rapidement quand même, j'étais déjà dans des lectures comme Gabor Maté qui a travaillé sur le corps qui dit non, le sens de la maladie. C'est le moment où Natacha Calestrémé aussi sortait son livre sur... trouver sa place, non? Ouais, c'est ça, trouver sa place, les clés d'énergie. Donc j'étais dans ces lectures-là. Donc assez rapidement, je me suis dit, tiens, quand elle dit, Natacha Calestrémé, que la maladie c'est un cadeau mal emballé plutôt, je trouve ça pas mal. Alors, quel est le cadeau derrière tout ça? Qu'est-ce que je vais tirer de cette expérience, de cette vie, de cette
qu'est-ce que je vais faire, voilà. Donc après, mon mental, de toute façon, il a décroché. Hein. Après, je me suis laissée embarquer. Mais par contre, ma survie a été de dire, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, dans la famille, avec les amis, autour de moi. Donc du coup, je vais m'isoler. Je vais me mettre en retrait pour vraiment prendre soin que de moi. Et puis, je vais demander de l'aide. Et ça, je crois que je changeais de paradigme en faisant ça. Donc, quand il y a eu ce groupe là, de thérapeutes qui s'est mis en place, c'était super parce que je vous sentais à l'écoute, en soutien, dans la bienveillance. J'ai les copines autour de moi qui étaient choquées. Alors, on fait comme on peut quand on est amis. Hein. Des fois, on est très maladroit. On ramène des super pâtisseries à partager, puis tu fais non, pas le chou à la crème, s'il te plaît. J'ai un combat à mener contre le sucre. Alors je disais aux copines, écoutez, vous savez quoi, vous avez besoin de marcher, moi aussi, alors on va marcher. Et puis on va manger des graines, et on va boire du thé, et ça va être vachement bien. Pour pas qu'il y ait de frustration, et puis j'ai appris à demander aussi à des moments où dans la famille, mon mari était présent, mes filles, mais faire le ménage, faire des choses comme ça, au bout d'un moment, ça peut aussi être pesant pour l'entourage. Alors je pouvais demander à l'extérieur, mais j'avais les copines qui n'attendaient qu'une chose, c'est de venir me filer un coup de main. Donc du coup, on se faisait des matinées où elles venaient à 3-4 et puis elles m'aidaient. Donc ça, j'ai appris à recevoir. Puis j'ai appris à recevoir d'autres thérapeutes en constellation familiale, donc en approche systémique. Ça me faisait du bien, j'allais sur la côte en plus, donc un peu retour aux sources pour moi, là où mes grands-parents avaient une maison, donc du coup à chaque fois j'avais ce fait d'aller à 50 km et puis d'aller faire des constellations familiales avec d'autres qui traversaient aussi des choses difficiles. Et ça m'a apporté des réponses sur des nœuds systémiques, transgénérationnels importants. Parce que dans ma famille, que ce soit maternelle ou paternelle, je pense que la guerre a été un événement très très difficile et que ça a laissé des traces. Et ça a laissé des traces notamment chez mes grands-parents, mais aussi chez les femmes qui ont dû porter, être fortes. Et donc moi-même, j'ai dû reprendre une place qui était ma place de fille et pas la place de parent pour mes parents. C'est de l'inconscient tout ça, mais tout ça en fait, c'est que je reviens à ma place. Et puis, à cette période de ménopause aussi, puis après je vous laisse parler, hein. Mais moi j'ai plein de choses à vous raconter. On est là pour toi. Hein. Non, mais vas-y, continue. Mais à cette période de ménopause, c'est une période hyper importante de transition. En fait, on a tous les dossiers non réglés qu'on a foutus sous le tapis, qui vous explosent à la figure. Et donc, des fois, on a l'impression, c'est bon, j'ai déjà travaillé ça. Et en fait, non, c'est pas réglé. C'est pas réglé, c'est à nouveau à regarder, à observer. Et donc, voilà, j'ai revisité mon enfance, les blessures de mon enfance, les traumas de mon enfance, toutes les séquelles que ça avait pu laisser chez moi, les torsions adaptatives que ça a créées en moi pour être aimée. Et donc, du coup, comment je fais pour être aimée, même si je subis des choses qui ne sont pas très jolies, je les accepte. Parce que pour être aimée, en tant qu'enfant, on va tout faire pour plaire aux adultes. Et donc, ça, je l'ai travaillé en constellation. Et j'ai visualisé dans la place que j'ai pu avoir que je suis à ma place et j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de poser des limites. Et j'ai aussi le droit de poser des limites au cancer, en fait. Donc, reprendre ma place inconsciemment dans mon système transgénérationnel et familial, ça m'a permis de reprendre ma place aussi par rapport au trauma, par rapport aux blessures et par rapport à la vie à laquelle j'avais le droit de dire oui. Ah, c'est beau. C'est beau, hein. Ouais, moi c'est ce qui me plaît le plus dans les quelques accompagnements que j'ai fait sur cette pathologie-là,
c'est là que je trouve qu'on a le plus à apporter, en dehors de tout accompagnement entre guillemets thérapeutique pur et dur, comme ceux des oncologues ou des médecins. Je pense qu'en fait tout ce qui est à côté, tout ce qui n'est pas traité du tout par le corps médical, par le monde de l'hôpital et tout le reste, tout ça en fait c'est extrêmement important dans le parcours de la maladie, quoi. C'est annexe, mais c'est vital d'aller justement embrasser tout ça, quoi. Ouais, c'est ça, c'est tout ce qu'il y a autour et qui fait de nous des êtres humains. Et tu parlais de l'entourage, mais l'entourage il est tellement important. Enfin, moi je vois dans les personnes que j'accompagne, les personnes qui sont seules face au cancer ne vivent pas la maladie de la même façon. C'est clair et net. La famille, mais aussi les amis qui deviennent finalement la famille. Et du coup, Manu, alors on parlait beaucoup des aides psycho-émotionnelles, mais dans les outils qui t'ont aidé, il y a un truc, c'est ton van. Ah oui. Ah ouais, vas-y. Ah oui, mais... Ah oui, non mais t'as raison. Bah oui, t'as raison de le rappeler. Ouais, j'ai un super van, un Scooby-Doo van. Il est bleu, jaune, avec des fleurs oranges. Imaginez quand je me balade à Nantes. Génial. Je suis visible partout. C'est mon mari, en fait, ça fait longtemps que je parle de ça, mais bon, après, voilà, on a 4 enfants, les enfants ont grandi, partir avec un van, c'est pas toujours simple. Et mon mari a trouvé un magnifique T4, et en fait, ça a été super, mais même pour lui, pour traverser ma maladie et l'accompagnement. C'est-à-dire qu'en fait, il avait un projet. Moi, j'avais le projet de la guérison, et donc je vais à l'hôpital, je fais mes protocoles de soins, etc., prends soin de moi, je me guéris. Et lui, il avait un projet, c'était de m'offrir ce van, mais en état de marche. Alors, c'était tout un boulot. Il a dû partir au Maroc pour refaire le moteur, la peinture, tout l'intérieur, mais il a été extraordinaire. Et voilà, il est tombé en panne en Espagne. Enfin, il a eu beaucoup d'aventures, mais ça a été salutaire, toutes ces aventures-là, parce que être à côté de quelqu'un qui est malade et voir la personne fatiguée, perdre ses cheveux, ne pas avoir le moral à certains moments, etc., c'est extrêmement lourd. Et donc ce van, ouais, ça a été c'est notre espace de liberté, et c'est surtout mon espace de liberté après, là, dans l'après, où je suis à 50 km du bord de mer, donc je n'hésite pas à prendre mon van, à aller m'installer sur les plages de surfeurs. Alors, me demandez pas pourquoi les surfeurs, hein, c'est que juste à Saint-Brévin, ils font du kitesurf, c'est tout. Hein. Je me sens en sécurité dans cet environnement-là, il y a du monde. Il y a des WC juste à côté. Et puis voilà, je marche. Ça, c'est vraiment cette liberté retrouvée. C'est pas que je l'avais perdue, mais je me l'autorisais plus en fait. Ouais, j'allais te demander s'il y avait des pratiques que tu continues encore aujourd'hui pour garder un équilibre, en fait, des choses que tu as développées face à cette épreuve, face à la maladie, et finalement que tu as gardées comme outils au quotidien, des outils de résilience et pour continuer à avancer. Ah ouais. Donc le van en fait partie. Il en fait partie, ouais c'est clair. Quand tu parlais des personnes de l'entourage, où l'entourage était important, au centre de l'ICO, pendant les traitements, il y a des soins de support. Et donc, moi, je me suis inscrite pendant 3 mois sur un accompagnement en activité physique adaptée. Et donc, on faisait 2 heures de marche nordique tous les mardis plutôt, et puis du renforcement musculaire. Alors ça, ce sont des soins hyper importants pour la récupération. Donc, tu nous en diras plus, Laura, là-dessus. Mais c'est salutaire aussi quand les personnes sont isolées. Parce que ça permet de se retrouver avec d'autres femmes ou d'autres hommes qui vivent la même situation, et il y a beaucoup d'entraide et de solidarité qui se mettent en place. Donc ça, c'est important. L'esthétique, prendre soin de soi. Donc ça, c'est recevoir un massage, un soin du visage. C'est essentiel parce qu'en fait, on a une estime de soi qui est déjà pas très haute, hein, je pense, pour la plupart. Mais là, en plus, avec les traitements, on vit des choses difficiles. Hein. Il faut pouvoir s'accepter. Du coup, tu avais une socio-esthéticienne dans les soins de support aussi. C'est ça, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est super. Et je continue, en fait. Hein. Je continue à prendre soin de moi,
mettre en place ces marches régulières. Moi, là, tu vois, on est allé sur la côte dimanche, on a fait 8 km. Enfin voilà, je marche tous les jours. Ça, c'est hyper important. Et puis là, j'ai la chance d'avoir rejoint un protocole de l'école Xinnengshang en Chine. Mais c'est des professeurs en fait d'Annecy qui expérimentent et proposent ça à les personnes qui sont en phase de cancer ou en rémission. Et du coup, c'est du Qigong. Mais du Qigong qui est vraiment orienté sur la guérison, la parfaite santé. Et donc, tous les matins, pendant une demi-heure, je fais du Qigong avec cette affirmation de guérison et de parfaite santé, de lumière, de vie, de tout ce qui est vibration, tout ce qui est chaleur et tout. Et puis le samedi matin, je fais 2 heures de Qigong avec eux. C'est en ligne. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, pour moi, le Qigong, c'était très statique. Je me disais, mais je vais m'ennuyer, c'est pas possible. Une demi-heure. Oh. Les enfants rigolent. Une demi-heure où je lève les bras, je fais descendre l'énergie, enfin voilà. Donc quand je me regarde faire, je fais, mais n'importe quoi, t'es zinzin, ma pauvre fille. Ouais, sauf que quand je le fais, c'est autre chose. Je ressens vraiment, vraiment, vraiment les choses bouger à l'intérieur de moi, c'est impressionnant. Et puis j'ai eu une mastectomie, donc du coup il y a ce mouvement en fait de mobilisation des bras qui est extraordinaire et qui est au quotidien, donc c'est vraiment chouette. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que tu dis, Manu, aussi, c'est que les personnes qui arrivent à mettre en place, donc à maintenir une activité physique, alors là je parle aussi pendant les traitements, mais c'est hyper important, activité physique et le fait de, comme j'aime dire, parler à ces petites cellules, ce sont des personnes, j'en ai beaucoup, qui n'ont aucun effet secondaire pendant les traitements. On a beau dire c'est des choses de perché, etc., mais pas que, enfin, on aura l'occasion d'en rediscuter. Après, on y croit ou on n'y croit pas, mais moi je le vois vraiment. Même si j'y croyais pas, je ne peux plus ne pas y croire. Bon, j'y croyais, donc bon. Mais c'est incroyable, vraiment, c'est incroyable la différence voilà, quand on est dans l'acceptation de la maladie et qu'on travaille sur soi, tout le protocole qui est intense et qui est très difficile ne se vit pas de la même façon. Il y a une reprise de pouvoir sur la situation, mine de rien. Ce que ça m'évoque, parce que j'ai eu la chance de ne pas avoir à traverser ça, j'ai vu des gens le traverser, je me suis toujours dit, mais c'est un truc de fou. C'est les personnes qui, justement, ont décidé de ne pas rester focalisées sur la maladie et ce qui leur arrive, et qui acceptent d'ouvrir, en fait, pour voir tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a à côté, tout ce qu'ils peuvent faire pour, justement, continuer à raconter leur histoire sans que ce soit centré sur la maladie. Ça leur ouvre vraiment des postures bénéfiques, salutaires, et ça leur permet vraiment aussi concrètement d'avoir une bien meilleure traversée de l'épreuve, quoi. Ouais, complètement. Puis les rituels, les cérémonies, enfin chacun avec sa manière de faire et ses croyances, mais ça apporte énormément en fait. On parlait tout à l'heure de l'émission là, de ce médecin urgentiste qui va faire interviewer des guérisseurs du monde entier, puis qui va les observer et regarder comment ils fonctionnent. Si on regarde la trame de ces guérisseurs, c'est reconnaître avec l'autre la maladie ou le mal qui l'habite, et puis c'est l'accompagner, c'est l'écouter, c'est lui apporter de la bienveillance, un cadre sécurisant. Et ça, c'est important de trouver les thérapeutes qui vont pouvoir nous accompagner là-dedans, et puis de trouver ses propres techniques, parce que on a tous grandi différemment. Moi je sais que aller faire des câlins aux arbres, ça me fait du bien. Ça parle pas à certains et c'est pas grave. Voilà, j'accepte en fait d'être un peu loufoque pour mes compères. J'en ris, je manie l'humour, mais par contre je fais ce qui me fait du bien. Parce que prendre ma place, c'est aussi accepter toute ma singularité. Oui. Et d'ailleurs, en parlant d'aller faire des câlins aux arbres, tu as quand même développé un joli projet avec ton podcast. Ouais. Et ça t'est venu
pendant aussi. Enfin, vas-y, parle-nous un petit peu de ce podcast. En fait, dans cette traversée, j'ai aussi rencontré un magnétiseur assez extraordinaire qui lui aussi a traversé une grande épreuve de maladie. Et puis, dans nos discussions, il me dit Emmanuel, ton syndrome d'imposteur, là, commence à bien faire. Hein. Et on va faire une petite formation, là, parce que tu me dis que tu ne ressens pas ou tu n'es pas légitime. Ou il va peut-être falloir que tu... Un petit coup de pied aux fesses, en fait, en gros. Hein. C'est pas comme ça qu'il me l'a dit, mais c'est un peu ça. C'est comme ça qu'il me l'a mis. C'est comme ça que je l'ai pris, hein. C'est marrant. Hein. Et puis, du coup, de fil en aiguille dans cette formation, je revenais sur des choses que j'avais aimé faire, qui me prenaient pas de temps, pour lesquelles j'avais du plaisir. Et du coup, ça m'a remotivée en fait sur la question des méditations, parce que pendant le Covid, j'ai fait beaucoup de méditation avec les personnes en ligne. Puis je me suis dit, mais en fait, j'ai écrit un bouquin sur la résonance de la nature comme miroir de l'âme. Mais peut-être que je peux faire les méditations justement avec ces plantes. Donc là est venu le podcast Terra Herba, l'appel du vivant. Je me suis dit, ce qui me fait du bien pourra faire du bien à certains. Pas à tout le monde peut-être, mais ça parlera à certains. C'est un petit modèle de 10 minutes. Et puis en fait, j'avais 3-4 testeurs au quotidien, puis qui me disaient « Ah non, mais vivement le prochain, là, parce que nous, on l'attend ». Donc ça m'a encouragée en fait à y aller. Puis maintenant, ils me disent plus vivement le prochain, c'est bon, c'est envoyé. Ça me permet d'offrir aussi. Alors évidemment, j'ai beaucoup reçu. J'ai appris à équilibrer le don et le recevoir. Mais j'ai quand même toujours un besoin d'offrir. C'est ma nature. Donc, ce podcast, ça me permet d'offrir à des personnes qui peuvent être aussi dans cette traversée-là, ou de la maladie, ou de transitions de vie qui sont difficiles, ou d'épuisement, de retrouver du sens en fait dans le lien avec la nature. Et puis, quand on est à l'hôpital ou qu'on est à la maison, puis qu'on ne peut pas aller marcher ou qu'on a des douleurs, la méditation permet de le faire en visualisant et en emmenant la nature à l'intérieur de la maison, quoi. Donc voilà un peu l'histoire. Je conseille ton podcast maintenant, enfin je conseille plein de lectures aux gens que j'accompagne, et maintenant je conseille aussi ton podcast aux gens que j'accompagne. Merci. C'est quoi, c'est un épisode par semaine, c'est ça? C'est non ça, tous les dimanches tous les matins, dimanches, voilà, il y a un nouvel épisode qui arrive, donc non, c'est une belle aventure. Moi j'ai rendez-vous avec celui sur le roseau, il faut absolument que je l'écoute. Je sais que je vais y trouver quelque chose, j'ai pas encore passé le cap là. C'est le roseau? Mais ouais, le roseau, ouais. Alors après, moi j'ai des amis, des jeunes là qui sont pas trop médites, qui rigolent un petit peu de moi quand ils me voient faire mes trucs, mais bon, bienveillants. Hein. Mm-hmm. Et en fait, ils écoutent ça en voiture, pas du tout en méditant. C'est rigolo. Ils me disaient ah ouais, super ton truc là sur le roseau. Bah ouais. Je dis mais écoute, si ça t'a fait du bien, que t'as découvert des choses sans pour autant faire de la méditation, c'est ok quoi. Donc voilà, c'est un peu leur podcast qu'ils écoutent dans la voiture. Bon, faut pas qu'ils s'endorment parce que des fois j'ai la voix un peu. Ouais, c'est clair. Mais et du coup là après tu parlais de paradigme qui change, etc. Mais après avoir traversé une telle épreuve et puis finalement que tout s'écroule, que tout est à reconstruire, etc. Alors c'est des questions très philosophiques, mais c'est quoi maintenant les priorités pour toi? Ouais. Et comment tu vois l'avant, et il y a un avant et un après, hein, clairement. C'est sûr. C'est vrai qu'il y a, alors du point de vue plus là physique, on est accompagné pendant 1 an par les hôpitaux, par les cancérologues, par les traitements, les bilans sanguins. Puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. On vous laisse avec un tamoxifène, une hormonothérapie qui vous fait des effets secondaires pas possibles. Donc ça, c'est pas simple à vivre. C'est une nouvelle transition en fait dans l'après.
parce qu'on est après, mais on n'est pas vraiment complètement sorti en fait. On peut pas. On est toujours avec quelque chose, une hormone ou enfin une anti-hormone qui reste là. Et puis des rendez-vous tous les 6 mois. Mais en fait, ce que je perçois vraiment de ce que j'ai vécu là, c'est de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, alors ça va vous paraître gnangnan, hein, mais franchement, c'est l'amour de mes proches. Puis voilà, quand je vous dis ça, j'ai de l'émotion. Pour moi, c'est l'essentiel en fait. On traverse pas cette vie comme ça sans être dans le lien, dans le relationnel, sans avoir d'amour pour soi et pouvoir partager l'amour avec d'autres. Donc l'amour, pour moi, il revêt plein de formes. Hein. C'est l'amitié, c'est l'amour inconditionnel. Moi, je suis croyante, donc spirituellement, j'ai beaucoup développé aussi ce lien. Mais pour moi, il est essentiel. Et puis, c'est ce qui permet aussi de mettre de la paix et de l'harmonie dans notre système intérieur, dans notre corps, mais aussi dans le monde. Et avant le cancer, j'étais éduque, hein, j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes qui étaient en colère sur les quartiers, des jeunes dits délinquants, avec leurs familles qui étaient en grande difficulté. Et c'est vrai que tous les événements politiques qui étaient autour de moi m'ont énormément attristée avant. Ils m'attristent encore. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, je me dis que l'action que je peux mener pour plus de paix, d'harmonie et d'amour dans les relations humaines, et puis aussi dans notre lien avec le végétal, avec tout ce qui nous entoure, hein, c'est d'être en paix moi-même et c'est de pouvoir, je dirais, diffuser la lumière. Alors c'est pas égotique ou voilà, je ne prétends pas avoir la lumière ou voilà, détenir une vérité. Mais c'est que moi, à travers ce que j'ai compris, je peux le partager et je peux le donner. Donc je peux sourire et juste un sourire, je sais à quel point ça peut faire du bien quand on est à l'hôpital et qu'on va faire des traitements. Ou quand on est sur un quartier et que les gens sont mal, un sourire et une parole douce, ça fait toujours du bien. Donc voilà, c'est un peu le chemin dans lequel j'ai envie de continuer à aller, mais sans m'oublier. Et c'est là qu'est la différence, parce que je pense que c'est déjà des choses que je faisais, mais aujourd'hui, je passe en premier. Donc j'ai appris à dire que le mot égoïste, c'est pas un mauvais mot. C'est pas péjoratif, mais c'est une obligation si je veux continuer à vivre. Donc c'est pas rien. Je peux vous dire que égoïste, c'est partie des mots péjoratifs chez moi. Je sais plus où c'est que j'avais entendu ça. J'apprends à être un peu moins altruiste. Ah pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Je disais, je sais plus où c'est que j'ai entendu cette citation-là. Je l'aime beaucoup, ça m'a beaucoup changé aussi mon rapport à l'égoïsme, entre guillemets. C'est, la citation, c'est un égoïste, c'est quelqu'un qui pense pas assez à moi. Pas mal. Je la trouve assez bien. Ouais. C'est beau, en fait, ce que ça m'évoque, moi, c'est parce que je t'ai connu avant ton cancer, je te connais maintenant toujours. Et c'est vrai que. Bon, après, on fait pas ces métiers pour rien, en fait. On est souvent poussé à la thérapie, à l'aide à l'autre, au social et tout ça. Souvent avec cette volonté d'apporter de la paix dans notre entourage, dans le monde, vouloir diffuser quelque chose, vouloir aider, vouloir changer les choses. Et souvent, en tout cas, ça a été mon cas, on le fait initialement assez naïvement, sans se rendre compte qu'on le fait pour soi. Et je trouve que justement le fait de traverser quelque épreuve que ce soit, ça te remet en face du fait que c'est ok en fait de le faire pour soi, si on le prend en compte, si on pense à soi, et qu'on le fait toujours en fait. On le fait différemment, on le fait à mon sens avec beaucoup plus de maturité du coup, en acceptant que ce soit avant tout pour soi-même qu'on le fait. Je trouve ça assez beau en fait. Ouais, c'est juste.
Et puis faire des choses pour soi, ça apprend à être bien avec soi aussi. Et si on n'est pas bien avec soi, on n'est pas bien avec les autres. C'est ça. Ouais. Et il faut... Ouais, mais ça... Bon, après, c'est vrai que traverser l'épreuve de la maladie pour s'en rendre compte... En fait, on s'en rend compte après l'épreuve de la maladie, alors que ce sont des choses qu'on devrait arriver à mettre en place dans notre quotidien. C'est pas évident. Et c'est pas... Non, c'est pas évident du tout. Et puis on a l'impression... On a l'impression de le faire. Vas-y. Excuse-moi. Non, je t'en prie. Mais oui, effectivement, on a l'impression de le faire, on se rend pas compte en fait. Et puis en fait, c'est quand on vit des choses intenses qui viennent vraiment changer les paradigmes. Tu as utilisé ce mot-là il y a pas longtemps, au début de la conversation. Et moi, ça me parle beaucoup. En fait, les choses qui changent profondément le paradigme, elles sont souvent d'une violence assez intense pour complètement redéfinir la façon dont on est fait, quoi. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ça pour pouvoir justement prendre la mesure d'à quel point on passait à côté de ça en pensant le faire déjà avant, quoi. Complètement. Ouais, c'est la tour de Capla ou le château de cartes qui s'écroule, quoi. Mais pour autant, il y a encore des fondations. C'est pas tout n'est pas détruit. Et, c'est ça qui est important, c'est que on retrouve des potentiels, des compétences, des savoir-faire, des savoir-être qui sont en nous, des ressources qu'on a déjà en nous, mais qu'on n'a pas osé exploiter ou qu'on n'a pas eu l'occasion ou l'opportunité de mettre en place. Et là, on ne peut plus trop jouer au caméléon, quoi. On est obligé d'y aller. Donc, c'est vraiment... Ouais. Tu fais tes petits épisodes de podcast là autour des méditations avec les plantes. Moi, il y a un arbre en fait qui me parle beaucoup dans l'accompagnement du cancer et qui parle exactement de ça. C'est l'if. J'ai fait une newsletter il y a pas longtemps sur le sujet. C'est un arbre que j'aime beaucoup et qui a beaucoup été utilisé aussi au tout début dans les chimiothérapies, etc. Et moi, je le considérais être un arbre phénix. C'est un arbre qui enseigne la mort pour pouvoir être immortel, pour pouvoir renaître. Et c'est vraiment ça en fait, quand tu dis justement, on a encore ces potentiels-là, ils sont encore là, on perd tout d'une certaine manière, mais on renaît de nos cendres. En fait, tout est remis sur la table, dans le désordre, et on se reconstruit avec ce qui est sur la table dans le désordre, en pouvant justement mettre de la valeur sur certaines choses qui étaient cristallisées dans un système avant ça, et qui ont été sorties de ce système-là par l'effondrement, quoi. C'est vraiment comme ça que je vois les épreuves du cancer, des maladies puissantes, des épreuves de vie, même si c'est pas des maladies qui sont radicales. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je trouve très lié justement à l'énergie de l'IF, du coup. Ouais. Tu me l'avais montré quand on était parti en balade. Alors je sais plus si c'était à Stangala ou c'est ça. Dans les balades botaniques que tu organisais, ouais. Ouais, il est impressionnant. Et du coup, Manu, si tu devais donner un message à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a un cancer ou autre, après tout ce que tu as traversé là, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise le jour ou les jours qui ont suivi ouais, c'est plus ce que je constate beaucoup encore. Alors ça dépend peut-être des milieux sociaux dans lesquels on est ou culturels, je sais pas. Il y a beaucoup de honte encore à dire qu'on a un cancer. Je trouve que ça reste encore très tabou. La santé mentale aussi, hein, quand on vit des troubles de bipolarité ou autre chose qui sont des diagnostics qui font peur à tout le monde, c'est pareil. Et du coup, c'est en parler. En parler avec les bonnes personnes. On va choisir les personnes avec qui on va en parler. Et puis, on va choisir les personnes qui vont nous apporter un plus. Et on va faire du tri aussi dans les personnes qui sont un peu trop, je sais pas, lourdes ou toxiques ou envahissantes ou qui sont maladroites. Je trouve que c'est important de le dire. Donc, c'est la question de l'entourage. Et puis l'entourage, c'est pas forcément la famille ou les proches, hein. Ça peut être en effet des thérapeutes. Il y a beaucoup d'associations, la Ligue contre le cancer, là on a la parenthèse, on a d'autres assos qui proposent des choses super intéressantes. Il faut saisir cette opportunité de prendre soin de soi puis d'aller déconstruire.
tout ce qui se passe et d'accepter en effet que là on est vulnérable et qu'on a besoin de prendre tout ce qui vient à nous en faisant du tri. Et puis j'avais un autre truc en tête mais que j'ai perdu, donc ça reviendra tout à l'heure. Voilà. Et c'est vrai que les groupes, c'est vrai que les groupes de parole qui sont mis à disposition par les associations, ou même à l'hôpital dans les soins de support, c'est hyper important. Et je pense, oui, d'aller partager, oui, ça dans tout ce qu'on peut vivre, mais de quelqu'un qui vit la même chose que toi. Tout à fait. Ça, Simon, t'as pas une petite analyse super psychologique sur ça, là? Pardon. je blague. T'écoutais même pas ce que je disais, en fait. Il est en train de se réchauffer. Alors déjà, je suis en train de me réchauffer, et surtout, j'étais en train de penser à complètement autre chose. J'étais en train de penser, en fait, aux plantes qui t'ont aidé. Ouais. Parce que moi, alors, je suis fasciné par quelque chose depuis que je t'ai vu commencer ce groupe-là. C'est à quel point t'as mis en place des choses... personnellement, déjà de faire des cures pour le foie de temps en temps, ça me demande une énergie folle. Et là, je t'ai vu te retrousser les manches comme une guerrière, quoi, et puis établir des protocoles absolument spartiates. En tout cas, de l'extérieur, ça me paraissait comme ça. T'as vraiment peaufiné tout ça. T'as vraiment essayé énormément de choses. Et puis, c'est pareil, Laura, quand je l'entends parler de cancer, je me dis, mais waouh! Ma petite connaissance de cette pathologie-là, moi, me laisse souvent pantois, quoi. Tu vois, je suis un peu là en mode, c'est fou quand même. Je connais 2-3 petites choses comme ça vaguement, mais du coup, je me demandais en fait, tu vois, quelles plantes t'ont aidé. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Alors, évidemment, je te demande ça veut pas dire que c'est des plantes qui vont aider tout le monde. Ça, je veux faire un petit disclaimer de ce côté-là, pour ceux qui nous écoutent. C'est pas parce que ça marche pour une personne que c'est forcément la solution, attention. Mais j'aimerais beaucoup du coup entendre ce qui toi t'a aidé. Alors pendant les chimiothérapies, une chose est très claire, c'est que c'est la propolis qui m'a soutenue en fait, système immunitaire. D'ailleurs avec j'ai beaucoup lu et puis regardé l'interview que notre ami nantais, ça y est j'ai oublié, Jean Robineau a fait. Mais ouais, je me suis beaucoup inspirée. Voilà. Mais voilà. Jean, pardonne-nous. Jean, excuse-moi. Mais j'ai des pertes de mémoire. Vous pouvez être bienveillant. Mais oui. Voilà. Mais oui, la propolis a été un super support pour soutenir le système immunitaire justement pendant toute cette traversée. Après, sur la mastectomie, il y a toute l'appropriation du corps et la cicatrisation. Et là, c'est la pommade de consoude qui a été ma plus grande alliée. Elle a été magnifique. J'ai été accompagnée aussi par des produits qu'Amanda Julion prépare qui s'appellent Tifae Vinca. Et donc elle a fait des mélanges pour le système immunitaire justement pendant toutes ces traversées-là avec des élixirs floraux, de la gémothérapie, des synergies. Donc ça a été plutôt bien. J'ai pas le souvenir de tout, mais la consoude, ça c'est clair, extraordinaire la pommade. L'hélicryse, moi, c'est en huile essentielle, en plante dans mon jardin, en odeur en fait du bord de mer. Elle m'a accompagnée partout en fait. Je la respirais. J'ai les chambres d'hôpital, et sentir l'hélicryse. Oh, ça sent le curry. Qu'est-ce qui se passe? Et parce que moi, elle soigne tellement de choses chez moi. Elle vient vraiment soigner les bleus de mon âme, tu vois. Elle est extraordinaire. Donc l'hélicryse, elle était bien partout. C'est l'immortel, quoi. Ouais, c'est ça, l'immortel, tu vois. Mais c'est vrai que sans parler de plantes en particulier, parce qu'on peut pas, parce qu'on connaît pas les molécules de chacun, etc. Mais il faut le dire qu'on peut faire des choses à côté avec la micronutrition, avec les plantes. Ça aide vraiment à traverser les effets secondaires et ça évite ce qu'on appelle la perte de chance et le fait d'abandonner
ses traitements, sa chimio, sa radio, son hormonothérapie. Et en fait, moi je me rends compte, alors je prêche pas pour ma paroisse, mais c'est fondamental. Mais oui. Non, mais c'est fondamental d'accompagner les traitements allopathiques, vraiment. Ouais. Complètement. Ouais, pour ceux qui en ont vraiment le besoin, c'est clair. Ben, on a tous nos organes, hein. On a une sécheresse qui s'installe, une sécheresse des muqueuses. Hein. Ça a un impact sur la libido, hein, sur la sexualité. Alors les oncologues sont formés maintenant, hein. Ils proposent des choses. C'est plutôt bien qu'on puisse aussi parler de sexualité pendant le cancer parce que ça fait partie de la vie. Bah oui, clairement. Ouais. Et puis... Il y a des impacts, l'après-chimio par exemple, moi j'ai encore dans mes doigts de pied des sensations d'engourdissement, donc c'est des neuropathies en fait qui normalement doivent partir, mais elles partent pas tout le temps. Donc le massage, là c'est l'huile de millepertuis moi que je vais mettre sur mes pieds, et puis je prends de l'homéopathie aussi pour pouvoir accompagner ça. On est suivi par un cardiologue. Donc il y a des risques de thrombose en fait avec beaucoup des médicaments qui sont donnés. Donc il faut pouvoir fluidifier, accompagner le cœur dans toute cette traversée. Donc c'est impressionnant en fait ce qu'on observe dans les effets secondaires qui nous sont donnés et puis tous les examens qu'on va vous faire. Là vous comprenez l'ampleur des traitements. Et puis la question de la vitamine D, là, tu as fait un rappel là-dessus il n'y a pas longtemps, Laura, sur l'importance de cette vitamine D. Il est clair que moi, j'ai toujours été carencée depuis la dernière naissance de ma fille. Donc du coup, elle a maintenant 16 ans. J'ai fait une hypothyroïdie, j'étais carencée en vitamine D. Et c'est quelque chose qu'on n'entendait pas beaucoup. Et aujourd'hui, il est clair que la vitamine D est essentielle. Je pense que tu le développes bien dans ton programme. C'est hyper important. Et sinon, Simon, je pars un peu sur ton terrain là, mais Manu, elle nous parlait beaucoup des rituels et du coup des cérémonies. Alors moi, j'ai eu la chance de faire une cérémonie avec toi, donc je sais ce qu'il en est, mais est-ce que tu peux nous développer un petit peu ça, justement dans le rapport au cancer ou à la maladie ou à une épreuve à traverser? Ouais, en fait ça reprend un peu pas mal de choses qu'on a déjà dit. C'est les espaces rituels qui viennent codifier en fait un peu l'intérieur, quoi. Et ça dépend comment ils sont vécus. Moi ce que j'aime beaucoup c'est les espaces rituels partagés où il y a vraiment une idée de communauté, ce que tu peux retrouver aussi d'ailleurs avec du coup le fait d'être auprès d'associations qui font se rencontrer des gens qui traversent la même chose. Il y a vraiment l'idée de ça vient nous unir, ça vient nous faire nous sentir appartenir, ça vient nous faire sentir encore être ensemble en fait. Et ce ensemble, ça vient vraiment aussi aider, pas seulement psychologiquement, mais profondément en fait. Et les cérémonies, c'est vraiment des temps pour moi, peu importe quels sont les outils qu'on y utilise, c'est vraiment des temps qui ouvrent à ça et qui ouvrent aussi au questionnement entre guillemets métaphysique. Et en fait, des pathologies comme celle-ci, des choses puissantes qui nous arrivent comme ça, c'est ça aussi, ça te re-questionne profondément sur ton rapport à tout, à la vie, à toi, à comment je me situe dans le monde, dans l'univers, dans les choses, quoi. Je pense que tu l'as très bien senti, il y a cette urgence de vivre, parce qu'il y a aussi l'épée de Damoclès de la mort au-dessus, quoi. Tout à fait. Et dans la cérémonie, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des espaces qu'on ouvre, qui ont un début, une fin, où on sort de la normalité, d'une certaine manière, où on se permet aussi de faire des raccourcis pour pouvoir tisser du lien, où on se permet de se raconter des histoires, où on se permet de poser en fait des actes psychomagiques qui vraiment te redonnent du pouvoir, qui vraiment te font changer de posture envers toi-même, qui te permettent aussi d'expérimenter tout ce que ça va soulever. Je sais pas ce qui a été le plus dur pour toi quand tu as appris en fait cette maladie-là, mais souvent ça met en branle énormément de choses où effectivement, tu le disais, on peut se retrouver confronté à notre estime de nous qui est au ras des pâquerettes et qu'il va falloir reconstruire
parce qu'il y a cet enjeu quand même de se dire, ok, si je pars aujourd'hui, est-ce que je peux au moins partir en paix, quoi. Et je pense que les espaces cérémoniels, ça permet tout ça, en fait. Ça permet d'aller travailler avec ça. Ça permet de dire, ok, je me redéfinis, je me reconstruis, je traverse, ou si je ne traverse pas, je me prépare à faire la traversée, l'ultime traversée, quoi. C'est quelque chose qui est assez tabou dans nos sociétés, de parler de mort, mais en fait, c'est ça que ça amène, ces pathologies-là, c'est de nous mettre en face de ce truc de, on va finir un jour. Et la cérémonie, quelle que soit la tradition, en fait, qui est utilisée pour les cérémonies, il y a souvent ça, en fait. Il y a cette idée de dire, c'est des espaces pour apprendre à mourir à soi, mourir à ce qu'on ne veut plus, mais aussi mourir tout court, en fait. C'est vraiment, dans les cérémonies, on fait souvent ça de nuit, on utilise parfois des encens, des rites, qu'on va retrouver aussi dans les rites funéraires, etc. Et ça marque l'esprit, ça marque vraiment l'inconscient, quoi. Et moi, je prêche pour ma paroisse aussi. Je pense que l'inconscient, il a une puissance dans ce genre de traversée qui est hyper importante, quoi. Complètement. Puis mine de rien, j'allais dire même les cérémonies, ça se fait presque descendre de l'inconscient en conscient. Oui. Enfin, ce qui est au-dessus, et ça le fait descendre à un autre étage. Clairement. Après, voilà, quand on fait des transferts culturels, c'est compliqué de vraiment saisir tout ça, mais en fait, dans les traditions, dans les tribus, peu importe la tradition qu'on va prendre, le fait est qu'ils mettent des mots sur une situation, ça leur permet d'avoir une préhension de cette situation-là, sur un plan communautaire, mais parfois aussi sur un plan individuel. Et effectivement, ça sert à ça sert à permettre de dire, ok, ce truc flou qui me traverse, ou cette maladie que j'arrive pas à nommer, comment je vais m'en saisir, en fait, comment le groupe va s'en saisir, comment on va s'accompagner là-dedans. Et ça, c'est vraiment des outils précieux pour ça, quoi. C'est ce qui manque dans nos hôpitaux, en fait. Puis c'est ce que tu dis, c'est le groupe, c'est-à-dire qu'on a vraiment la personne malade, elle va impacter tout le groupe qui est autour d'elle, et pas dans la culpabilité. Tu vois, j'étais avec une cliente aujourd'hui qui me dit je suis malade depuis que je suis toute petite et je fais souffrir les miens et du coup je suis coupable de ça. Ben ouais, mais si en plus tu te rajoutes de la culpabilité à la douleur que tu es en train de vivre, à la souffrance que tu vis toi-même, quelle épreuve, enfin. Et Gabor Maté travaille beaucoup sur la question de l'autocompassion, y compris pour des personnes criminelles qu'on tué, qu'on fait des choses inadmissibles. Mais en fait, il leur redonne cette capacité d'être en compassion avec eux-mêmes, avec leur histoire, avec leur contexte de vie, avec celui de leurs parents. Et quand tu parles du groupe, on est dans un système. Et donc, c'est ce système-là aussi qui est des fois malveillant ou qui nous fait du mal, quoi, qui est souffrant. Ouais, moi, c'est un truc qui me touche beaucoup, c'est de dire qu'en fait, c'est comme dans une meute, en fait. C'est les éléments fragiles de la meute qui lui donnent sa vie, en fait. C'est vraiment ça. C'est quelque chose qu'on perd énormément dans nos sociétés capitalistes. Mais en fait, on marche au rythme des plus faibles. C'est nos malades qui nous rendent humains. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, super, c'est beau. C'est beau, ouais. Alors quand même, moi, dans ce que tu racontes, juste le cadeau que je m'offre, c'est de partir au Sénégal pour 3 semaines avec mon mari et mes filles. Et donc ça va être justement d'aller retrouver les traditions ancestrales de mon mari et puis de me faire plaisir et de retrouver la terre africaine. Et ça fait longtemps que je me dis que je vais le faire, depuis 2011. Et là j'ai dit, non, j'ai le peu de sous que j'ai, c'est là maintenant que je le prends, que je l'utilise et je m'autorise à partir. Donc des fois on se met des bâtons dans les roues alors que c'est fou. Donc voilà, donc ça va être le beau cadeau que je me fais au mois d'octobre. Ouais, en plus tu nous enverras des photos. Oh, c'est dingue. Ouais, je vais vous envoyer des photos, avec plaisir. C'est chouette, trop bien. Bon les amis, c'était un épisode vraiment vraiment chouette et intense, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Vous avez entendu plusieurs fois qu'on a fait référence à la formation qu'a lancée donc Laura. Je vous invite à aller regarder sur son site, à aller voir aussi sur Instagram quand elle en parle. Laura, tu nous en parleras certainement mieux que moi de ce qu'elle a à l'intérieur de cette formation. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'y fais confiance aveugle, parce que vraiment, on a déjà parlé de tout ça ensemble, et vraiment, c'est un sujet sur lequel tu as fait ton expertise, quoi. Ouais, juste pour en dire 2 mots, c'est sur l'après-cancer. Ça s'appelle « Cancer au-delà des traitements, se reconstruire ». Et c'est comme disait Manu, c'est pour tous les effets secondaires qui persistent une fois que les traitements sont terminés. Alors je ne traite pas du tout de l'hormonothérapie, parce que je prépare un autre programme pour ça. Mais c'est, par exemple, voilà, vous avez terminé vos traitements, même des fois plusieurs mois, plusieurs années après, et il y a encore des neuropathies, donc ces fourmillements, ces engourdissements dans les mains, dans les pieds. Il y a pu y avoir des mucites, donc dans la bouche, des irritations, des brûlures, la sécheresse des muqueuses, la sécheresse de la peau, les troubles digestifs, on peut garder des diarrhées, des constipations, la fatigue chronique. Évidemment, des fois on a du mal à s'en relever, même après les traitements. Donc voilà, ce programme, il est fait à la fois pour les personnes qui ont traversé la maladie, mais aussi pour les praticiens et les thérapeutes qui voudraient mieux accompagner leurs consultants ou patients. Voilà. Donc j'utilise tous nos outils d'herboristerie traditionnelle pour essayer de donner des solutions après mes quelques années d'expérience et d'accompagnement d'accompagnante aidante de certains de mes proches dans la maladie. Voilà, c'est qu'est-ce qui a vraiment marché. C'est ça. Ouais, c'est précieux. Hein. Et merci à tous les deux. Merci va Manu. clôturer cet épisode. Merci Manu de m'avoir ouais, mais merci à toi d'avoir parlé ouvertement, avec cœur, avec bienveillance, avec amour de cette épreuve. Tu n'étais pas obligé quand on t'a invité. C'est vrai. Voilà. Ça me fait plaisir. Voilà. On a fortement insisté quand même. Non, c'est pas vrai. Vous n'avez pas mis trop longtemps à me persuader. Hein. Je connais la qualité de ce que vous faites, donc voilà. Je pouvais me laisser porter sur le tapis volant. Ouh. En tout cas, c'était vraiment chouette de t'entendre. On espère que ça a donné quelques clés et un petit peu d'espoir pour les personnes qui ont besoin d'annoncer un diagnostic ou qui traversent Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. L'épreuve du cancer. Si ça vous a plu, partagez, abonnez-vous et venez nous dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez nous retrouver sur l'ermiteleblanc.fr ainsi que sur cœurdechaîne.fr et lesbourgeonsdelermitage.com. Belle soirée à tous les deux. Au prochain épisode. Au revoir. Ciao.